Bonjour Xavier, je suis ravie de t'accueillir dans ce studio pour parler d'IA générative, qui est sur toutes les lèvres, dans toutes les conversations, qui peut générer un petit peu de flou, de questionnement pour chacun, chacune d'entre nous. C'est la raison d'être du partenariat qu'on a aujourd'hui pour répondre à ce besoin de clarté, de pédagogie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, ben, enchanté, bonjour et merci pour l'invitation. Donc moi, je suis Xavier, je m'occupe du centre d'intelligence artificielle de Sorbonne Université et on collabore avec Open Classroom depuis plusieurs années maintenant. Depuis le tout début de la stratégie nationale en intelligence artificielle, on a mené ensemble des programmes de formation en formation initiale et en formation continue dans lesquels on fait cohabiter finalement des formations qu'on fait nous en vrai avec des étudiants et des contenus qui se font en distanciel ou en différentes modalités via Open Classroom. Et on est super heureux de ce partenariat qui mène aujourd'hui à la création de ce nouveau contenu dont on est hyper fier. Alors, qu'est-ce qui te rend fier dans ce contenu? Et bah, ce qui me rend fier, c'est que on a réfléchi ensemble, enfin, on a beaucoup discuté sur bah, de quoi avaient besoin finalement nos étudiants aujourd'hui et à la fois d'avoir un focus sur la question de l'IA générative, puisqu'au début, on travaillait finalement sur la question de l'IA au sens large, et d'avoir pu aussi donner une dimension européenne à tout ça. C'est-à-dire d'avoir pu faire collaborer à la fois des collègues de chez nous, mais aussi des collègues de Copenhague, d'Heidelberg, de Milan, qui sont venus ici et qui sont experts à chaque fois de leur domaine et qui ont pu contribuer avec toutes ces briques-là à ce cours qui est aujourd'hui disponible. Disponible et gratuit pour toutes et tous, et c'est très important pour nous. Comment est-ce que vous envisagez à Sorbonne Université la transmission de savoir et de connaissances sur l'IA générative? Alors, c'est une vraie question en fait aujourd'hui. Dans notre université, alors je ne connais pas toutes les universités, mais en tout cas dans la nôtre, et je pense dans plusieurs autres. Et donc il y a différentes manières, différentes approches aujourd'hui. Il y a un ensemble de formations qu'on va appeler cœur de l'IA, où on va former des étudiants en mathématiques, en informatique, en robotique, à créer ces modèles-là et à créer les modèles de demain, parce qu'il y a, voilà, il y a forcément des nouveaux modèles qui vont arriver. C'est très bien. Donc ça, c'est vraiment des gens qui sont acteurs des prochains cycles finalement d'IA générative. Et il y a le fait d'équiper les étudiants avec des compétences pour utiliser de l'IA générative dans d'autres disciplines scientifiques, donc pour de la recherche en littérature, pour de la recherche en médecine, pour de la recherche en histoire. Et, et là, ça passe par des nouvelles formations qu'on essaie de développer en formation initiale pour nos étudiants, à partir de la licence, mais principalement après en master et surtout en doctorat, et par des actions croisées qu'on peut faire avec vous, Open Classroom, ou avec d'autres entreprises aussi. Merci beaucoup, et comment est-ce que tu, qualifierais le changement en termes d'approche pédagogique qu'amène, l'IA générative dans les universités, comme ailleurs? À titre individuel, moi, je donne certaines de ces formations-là, donc je me rends compte un peu de l'enjeu qu'il y a. Et l'enjeu, il est vraiment beaucoup autour de la manière d'utiliser ces techniques, ces outils, certes, mais aussi dans les questions de développement de l'esprit critique. Évidemment, l'objectif, c'est vraiment de questionner l'interaction qu'on peut avoir avec la machine, les inférences, les prédictions qui peuvent être faites par la machine, les réponses que la machine peut donner, et de pouvoir croiser finalement des sources scientifiques classiques, de l'interaction avec des réponses qui vont être générées, de la discussion avec des experts pour développer l'esprit critique et puis arriver à un résultat. Et cette approche-là, tu dirais que c'est la même dans n'importe quelle discipline, que ce soit en sciences et ingénierie, en sciences sociales, en humanités? Les objets sont un peu différents, les techniques vont être un peu différentes aussi, parce que quand on va utiliser de l'IA générative pour générer des nouveaux matériaux ou générer des molécules, évidemment, c'est pas la même chose qu'utiliser de l'IA générative pour générer des textes ou générer des œuvres d'art. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Il y a quand même des domaines un peu spécifiques et donc des compétences spécifiques qu'il faut développer, mais il y a quand même un socle commun de compréhension. Comment fonctionnent ces outils-là? Comment ils sont entraînés? Quelles sont leurs limites? Et cetera, et cetera. Comment est-ce qu'on pourrait construire un pont entre recherche et pratique? Le pont qu'on peut construire, et je pense que c'est là où c'est très intéressant, c'est finalement d'essayer de faire c'est ce qu'on fait à l'université et ce qu'on essaie de faire ensemble aussi, c'est d'adosser l'enseignement à la recherche. C'est-à-dire, la mission de l'université, c'est l'adossement de l'enseignement à la recherche et de pouvoir travailler avec des collègues, qui soient, physiciens, biologistes, historiens du monde byzantin ou, médecins, qui apportent leurs problématiques de recherche, dans un cadre pédagogique et qui font travailler des groupes d'étudiants ensemble autour de ces questions-là. Et là où c'est encore plus intéressant, et on développe ça aussi à l'université assez fréquemment, c'est pouvoir avoir des groupes
d'étudiants de master, par exemple, hybrides. Donc avec d'un côté des étudiants qui viennent d'informatique, qui comprennent très bien toutes ces questions d'IA générative, de l'autre côté des étudiants qui viennent de médecine, qui connaissent très bien la santé, mais pas forcément l'IA générative, et qui vont travailler pendant 1 semaine, 10 jours, 2 semaines, ensemble, sur des projets, et qui vont apprendre les uns des autres, finalement. Et c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu nouveau et d'hyper dynamique qu'on peut créer à l'université et qu'on peut aussi derrière développer via des activités de Mmh. formation. Et qui doit être très fécond, Ouais. ouais. Selon toi, qu'est-ce qui change concrètement, enfin, qu'est-ce que change l'IA générative dans nos manières d'apprendre, dans nos manières d'enseigner, d'étudier? Je pense que personne n'a de réponse stricte sur cette question-là parce que ça évolue constamment. Je pense que ça change la manière d'apprendre, notamment des publics plus jeunes qu'on peut voir parce qu'ils peuvent prendre telle ou telle prédiction, tel ou tel texte généré, par exemple pour une IA qui génère du texte comme quelque chose de juste ou de vrai ou de fidèle à telle ou telle source, qui n'est pas forcément le cas, ou en tout cas il faut le questionner systématiquement. Donc ça va changer la manière d'apprendre de cette manière-là. Pour la manière d'enseigner, je pense que certains peuvent y voir un problème ou un outil qui pourrait avoir des effets négatifs, mais on voit que dans certaines expériences qu'on essaie de mener avec des groupes d'étudiants justement, qu'on va mettre dans un espace avec une IA générative et qui vont faire un projet par exemple avec une IA générative, lui poser des questions et puis questionner en groupe les réponses. C'est vraiment un outil hyper intéressant pour développer le dialogue entre les étudiants, physiquement, et aussi leur vision critique des réponses pour les aider à bâtir une réponse plus précise ou plus argumentée. Tu vois l'IA générative comme un compagnon d'apprentissage ou comme un moteur de créativité, une façon de collaborer différemment? Ben, c'est un peu tout à la fois finalement. C'est un moteur de créativité, oui, certes, pour de la création textuelle, pour la création d'images, de la création visuelle, tout type de design, de services ou d'événements ou de tout ce qu'on veut, ça peut vraiment être utile pour faire de l'idéation, quoi, itérer sur des idées. Ben, oui, alors compagnon d'apprentissage, bien sûr, et il y a d'ailleurs plein de structures, d'entreprises, de start-up qui développent ces outils-là, dans le domaine EdTech, le domaine de l'enseignement, et c'est super intéressant. Et nous, on a plein de collègues aussi qui nous demandent ces solutions-là d'IA générative, mais un peu spécialisées sur leur propre contenu. Et donc l'idée, ça va être, il y a des expériences qu'on fait en ce moment, avec des collègues qui font de la physique, par exemple, où on va, créer des systèmes RAG, donc Retrieval Augmented Generation, sur leur contenu, de cours spécifiques pour aider les étudiants à réviser. Et on fait ça aussi pour les étudiants en médecine en ce moment, et on va voir, c'est des expériences qu'on est en train de mener, mais on trouve que c'est bien de les mener maintenant pour essayer de voir s'il y a des choses positives ou négatives qui sortent de tout ça, évaluer tout ça et voir si ça peut être pertinent de l'élargir, le développer, le corriger. Comment est-ce que tu vois l'émergence de nouvelles compétences? Je pense notamment au dialogue entre les modèles, à la question des biais, par exemple des algorithmes, dans donc l'introduction de ces nouvelles compétences dans les parcours universitaires. Ben, c'est une bonne question parce que, on voit donc que le développement des modèles, c'est un domaine qui se développe beaucoup, où il y a une employabilité qui est très importante pour nos étudiants, et c'est très important. Et on voit aussi, donc là, on développe les compétences adossées à la recherche, en mathématiques, en informatique et cetera, très bien. Mais on voit aussi qu'il y a, des compétences, bah, finalement, qui viennent un peu des sciences sociales. Donc, de la sociologie, de l'anthropologie, des sciences de l'information, de la communication, qui arrivent aussi, même dans le monde de l'entreprise, pour regarder ces modèles, avant que les modèles soient mis sur le marché, bien sûr, les évaluer, les tester, un peu les challenger, pour essayer d'en voir les limites, pour essayer de corriger ces limites-là, essayer de mettre des rails autour des modèles, de manière à ce qu'ils fassent exactement ce qu'on souhaiterait faire et pas qu'ils puissent avoir des prédictions ou des impacts un peu néfastes. Et donc, il y a finalement une collaboration un peu interdisciplinaire qui se crée avec des gens qui viennent vraiment de sciences et ingénierie et des gens qui viennent plutôt de sciences humaines et sociales. Et donc c'est comme ça que c'est intégré dans les parcours étudiants? C'est-à-dire qu'il y a une forme d'interdisciplinarité qui s'est développée, suite à l'introduction de Ouais. ces compétences-là? Je dirais que c'est le début. C'est-à-dire que ça se développe un peu, des étudiants qui sont en informatique, vraiment cœur de métier, vont avoir un peu de formation autour du droit, autour de l'éthique et cetera. Donc ils sont sensibilisés à ces questions-là dès le master. Ça peut aller vraiment se spécialiser plutôt au niveau du doctorat. En sciences humaines et sociales, on est en train de mettre en place tout ça, mais c'est un peu le début. Je pense qu'il y a d'autres établissements par ailleurs en France qui sont plus avancés là-dessus, et c'est très bien. Quels sont pour toi les domaines, d'application les plus prometteurs sur l'IA générative? Alors,
pas de boule de cristal. Moi, je suis en éco de sciences, mais Je vais il y juste a des pistes qui s'ouvrent. d'expérience. Nous, on s'occupe d'un centre IA national qui est voilà, installé finalement plutôt dans la région Île-de-France depuis 6 ans. Et on a une communauté où on a des gens cœur de l'IA, beaucoup, beaucoup de médecins, 7 hôpitaux, la Pitié-Salpêtrière, beaucoup, beaucoup de données, et une communauté SHS, histoire, littérature, etc. Très bien. Là où il y a vraiment une très, très, très forte dynamique, c'est en santé. On voit qu'il y a une demande extrêmement forte. À la fois, il y a des collègues médecins qui sont très forts en IA et qui développent des partenariats de premier plan avec des acteurs industriels, hein, bien souvent, et c'est très bien. Et il y a beaucoup de médecins plus jeunes qui veulent se mettre à ces techniques-là, qui voient que les données et le fait de pouvoir faire des prédictions à partir de leurs données, ça peut avoir un impact hyper positif sur les patients. Et donc, ils veulent développer ça, ils viennent nous voir et on essaie de les accompagner voilà, comme on peut via de la compétence scientifique, de l'ingénierie, voilà, des financements divers et variés. Voilà, on essaye, mais vraiment, de mon point de vue, la santé, clairement, c'est le domaine, à Paris, en tout cas, où il y a beaucoup, beaucoup de choses. Comment est-ce que les établissements d'enseignement peuvent, accompagner les étudiants pour qu'ils deviennent pas seulement utilisateurs des IA génératives, mais, acteurs, en fait, Mmh. de ces outils-là? C'est un peu la problématique, c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que nous, on a des formations vraiment cœur de l'IA, état de l'art, où on a des jeunes qui sortent et qui vont soit rester dans le secteur public, soit aller travailler dans le domaine privé, qui vont développer des nouveaux modèles, soit dans des entreprises qui existent déjà, soit qui vont créer des entreprises à eux, et c'est très bien. Donc eux, ils vont être acteurs finalement du développement technologique. Soit ce qu'on disait, d'avoir des gens qui apportent plutôt un regard critique sur le développement des modèles et les usages des modèles, via un biais, de sociologie, d'anthropologie, de philosophie, d'éthique de l'IA, et cetera, ou de droit, hein, et qui vont venir apporter, cette vision-là dans le développement technologique à l'intérieur des entreprises. Comment est-ce que tu raccroches ça au point de vue de l'étudiant pour que lui prenne en main, pour que et que même des étudiants qui suivent pas ce que tu appelles les cursus corps, Ouais, enfin cœur de métier IA, ouais. puissent, prendre en main ça comme pas comme simple utilisateur d'outils? D'un point de vue hyper pratico-pratique, pour être acteur de l'IA aujourd'hui, il y a 2 ch soit on travaille dans une entreprise qui développe de l'IA, française ou étrangère, et autour de Paris, toutes les entreprises sont là, et on peut travailler dans ces entreprises-là, en tant que responsable des affaires juridiques, en tant que voilà, tout un ensemble de métiers qui ne sont pas des métiers techniques, mais qui permettent de participer en tout cas au développement de ces modèles-là dans ces entreprises. Donc ça, c'est un premier point, et le deuxième point, c'est, le secteur public. Donc en restant soit dans l'administration, il y a des structures comme Etalab qui développent tout un tas de solutions innovantes avec de l'IA pour les administrations. Et il y a la direction numérique du ministère de l'économie aussi qui s'occupe de ça. Soit via directement des administrations. Donc l'université, c'est un exemple d'administration, mais ça peut être via la région. La région Île-de-France est hyper dynamique sur les services numériques, par exemple. Ou des chefs de projet, des designers de services vont pouvoir concevoir ensemble avec des développeurs des outils IA au service des citoyens, des élèves, des malades, voilà, de tout un tas de publics différents. Quel est selon toi le rôle de la formation dans la souveraineté numérique européenne? Alors c'est essentiel, en fait, la formation à la souveraineté économique européenne, et c'est une des priorités de l'Europe, hein, de à la fois développer les activités économiques autour de l'IA, la visibilité de l'Europe dans la compétition internationale qui existe autour de l'IA, où il y a des acteurs gigantesques que sont les États-Unis et la Chine notamment, donc d'être présent à ce moment-là, et de développer la formation parce que à la fois, il y a la question de sensibiliser les citoyens, et c'est ce qu'on fait dans ce cours, et c'est vraiment une réussite, et ça, c'est très bien. Et le fait qu'on doit former à haut niveau des étudiants pour rester en Europe finalement, pour soit développer des entreprises, soit participer à des entreprises qui vont être européennes, qui vont développer des modèles qui vont être ici, rester ici, qu'on va pouvoir réutiliser, décliner directement sur le territoire européen. Quels sont les leviers sur lesquels peut s'appuyer l'Europe pour développer une IA qui lui soit propre et du coup qui soit, inclusive, souveraine, diverse avec, et cetera? Ouais, bah, c'est une question compliquée et à la fois et très importante. Donc il y a toute la question des données, évidemment. Quelles données on va sélectionner pour entraîner les modèles? Quelles sont les questions de propriété intellectuelle qu'il peut y avoir autour de ces données-là? Est-ce qu'on peut les utiliser pour de l'entraînement effectivement ou pas, et cetera? Et donc là, il y a plein d'initiatives autour des données ouvertes, de la science ouverte, et l'Europe
développe beaucoup la science ouverte. Quand aujourd'hui on fait un projet de recherche européen, les résultats doivent être en science ouverte. Voilà. Et donc on a des données de science ouverte qu'on peut réutiliser. Il y a par ailleurs plein d'initiatives, OpenLLM France, etc., qui développent le développement qui promeuvent le développement de modèles sur des données qui sont ouvertes. Donc ça c'est important. Il y a des initiatives européennes. Ben, il y a une initiative qui date d'il y a 2 semaines, je pense, qui s'appelle EuroLLM, qui a permis de développer, donc avec un financement européen, un grand modèle de langue entraîné de manière responsable, on va dire ça comme ça, sur l'ensemble des langues officielles de l'Europe. Et donc aujourd'hui, ce modèle-là, il est disponible. Il y a des modèles suivants plus performants qui vont sortir, mais le premier modèle est déjà disponible, on peut l'utiliser, et qui permet d'utiliser aujourd'hui toutes les langues officielles européennes, donc le français, le catalan, l'allemand, etc. Et ça, c'est déjà une super bonne nouvelle. Et en quoi est-ce que les partenariats comme le nôtre entre des universités et des organismes de formation peuvent contribuer à cette, souveraineté, européenne, souveraineté numérique européenne? Bah, je pense que c'est essentiel parce qu'en fait, nous, on est une université et notre mission, c'est traditionnellement de former des étudiants, et on a des problématiques qui sont les problématiques de plein d'universités, d'avoir de la place, suffisamment de place pour enseigner, d'avoir des enseignants qui sont disponibles ou qui ont du temps disponible pour enseigner. Et là où le partenariat il a été malin, c'est qu'il a permis de proposer des modules de formation en complément à des étudiants, parce qu'il y a des modules de formation qui sont de très bonne qualité sur vos plateformes, de manière à compléter des choses qu'on n'aurait pas pu faire parce qu'on avait soit pas l'espace, soit pas les enseignants disponibles. Et donc ça, c'est important parce qu'on peut répondre à la demande qui est croissante de formation en travaillant ensemble finalement. Et ce qui est important, c'est on est tous en France et en Europe, et du coup, on contribue ensemble à répondre à ce besoin de formation-là qui est grandissant en formation initiale avec tous les jeunes et aussi en formation continue, puisque les métiers changent un peu. Ils se transforment, je ne suis pas partisan de dire qu'ils sont en train de disparaître, ils sont en train de se transformer, et il faut accompagner ce changement en développant les compétences. Comment est-ce qu'on peut contribuer à favoriser l'innovation et la rétention des talents en Europe sur ce sujet de l'IA? Alors ça, c'est un enjeu hyper fort de la rétention des talents, parce que ça c'est un enjeu international avec des entreprises qui sont bien souvent, enfin qui arrivent à capter beaucoup, beaucoup de nos talents, et qui sont présentes en France, mais aussi partout dans le monde. Il y a des questions financières qui sont extrêmement importantes parce que ces entreprises-là rémunèrent pas leurs chercheurs de la même manière que nos chercheurs, et ces entreprises-là font de la recherche au même niveau que les universités aujourd'hui, et ça, c'est vraiment assez fou comme situation, et en même temps intéressant parce que du coup, on collabore avec eux, et il y a de la très, très bonne recherche qui sort de tout un tas d'entreprises privées françaises ou étrangères. Et la rétention des talents, ça peut aussi passer par des programmes d'accueil, en fait, où pour essayer d'accueillir dans des bonnes conditions des chercheurs de haut niveau. Il y avait un programme qui s'appelait Choose France, qui a bien fonctionné, qui a permis d'attirer des chercheurs de très haut niveau en France. Il y a très certainement un programme du même type qui va être publié à l'échelle européenne, donc pour pouvoir accueillir des chercheurs dans plein de pays en Europe, donc dans différents pays européens, en leur donnant des très bonnes conditions d'accueil pour eux, pour leur famille, etc., de manière à ce qu'ils puissent développer leur recherche dans les meilleures conditions. Et ça, je pense que c'est important parce que ça renforce la capacité, et ça renforce aussi la capacité de recherche et la capacité de formation. Si on va pouvoir former plus d'étudiants avec ça. Xavier, est-ce que tu peux nous présenter le contenu de ce cours sur l'IA générative qu'on a fait en partenariat? Alors, ouais, avec plaisir, je vais vous le présenter très rapidement. Donc, en fait, l'idée de ce cours, c'était de se placer dans la situation d'un citoyen européen, dans n'importe quel pays européen, et de voir dans quel moment de sa vie il va interagir avec de l'IA générative. Et en fait, il y a plein de moments de sa vie, dans plein de secteurs différents où il va interagir avec l'IA générative, et de tirer ce fil-là pour en comprendre certains aspects techniques ou certains enjeux éthiques, de régulation, et cetera. Donc à travers finalement des cas d'usage. Donc il y a une première partie un peu technique, où on parle un peu de comment fonctionnent ces modèles, quelles sont leurs architectures, et cetera, et cetera. Et après différents cas d'usage, ça peut être la santé évidemment, ça peut être la justice, ça peut être l'IA générative dans l'éducation. Et on va présenter ce que pourrait ou ce que peut faire ou ce que fait déjà l'IA générative dans ce domaine, et aussi avoir un regard critique sur les enjeux que ça pose sur ce domaine précisément, pour essayer de couvrir un peu tout ça du point de vue d'un citoyen européen ou d'une citoyenne européenne. Xavier, si tu devais donner un conseil à une étudiante, un étudiant sur l'IA générative, ce serait quoi? Si je devais donner un conseil, c'est que vous soyez informaticien, physicien ou spécialiste de littérature, c'est formez-vous
à l'IA générative, car c'est vous qui écrirez le futur de l'IA générative pour nous.